Alors, c'est quoi les questions qu'il m'a envoyées, Romain? Euh, la première question, c'est d'expliquer en fait la dérivée de la fonction g de bêta, ok, qui est la somme de yt moins xt' fois bêta. Donc, je vais projeter l'écran du cours. Ok. Voilà, donc vous voyez, est-ce que c'est clair chez vous? Oui. Ok. Voilà, donc la fonction g de bêta était donnée par cette somme. Ok. Et cette somme-là, donc il faut la minimiser. Ok. Donc, bon, sa première question, d'abord, c'est comment est-ce qu'on dérive vraiment cette fonction-là? Comment est-ce qu'on dérive? Donc, il faut comprendre que la dérivée, c'est par rapport à bêta. Donc, la variable ici, c'est bêta. OK? Alors, il faut regarder tout ceci comme étant une somme. OK? Donc, naturellement ou bien normalement, quand on fait la dérivée d'une somme, c'est comme la somme des dérivées de chaque élément. Donc, tu peux regarder ceci comme étant y1 moins x1 prime bêta au carré plus y2 moins x2 prime bêta au carré plus y3 moins x3 prime bêta au carré, ainsi de suite. OK? Voilà, donc on a des sommes en fait de yt moins xt prime bêta le tout au carré. Donc ce sont ces sommes-là qu'on va dériver. Donc on va dériver chaque membre en fait. Donc ça revient à faire la somme de toutes les dérivées. Voilà, comment dériver alors cet élément? Chacun de ces éléments-là, comment les dériver? Et comment les dériver? Mais on a appris à dériver en fait une fonction. Donc, je vais mettre cette formule, la dérivée de f exposant n. Quand vous avez une fonction, ok, une fonction de je ne vais pas mettre x, je vais mettre une fonction de u, donc dérivée par rapport à u, ok, mais il y a un exposant, s'il y a un exposant, donc si la fonction, comme ici, comme dans l'autre, il y a le carré, donc ça fait normalement n f', ok, de u multiplié par f encore, donc avec n moins 1 de u, ok. C'est cette formule-là, en fait, qu'on va utiliser pour faire la dérivée. Donc, regardez là, n, f', donc le petit f ici, c'est yt moins xt' bêta. Donc, le u, c'est bêta, hein, donc la fonction, c'est par rapport à bêta. C'est clair pour tout le monde, cette formule? OK. Alors, donc, Monsieur, c'est écrit quoi au début? C'est la dérivée de FU par rapport à U, c'est ça? oui, mais f exposant n. F est quoi? Exposant n. C'est f de u, mais exposant n. Exposant. Ah, ok, merci. OK. Est-ce que vous m'entendez bien au moins? Allô? Oui, c'est bon. Ma voix est claire? OK, c'est parfait. C'est parce que j'ai changé, la connexion. Non, c'est bien mieux qu'avant. OK, c'est parfait. Alors, revenons. OK. Donc, on a donc cette fonction-là qu'il faut dériver. Donc, la dérivée de ça, le n, c'est 2. Donc, notre fonction f, c'est yt moins xt prime bêta. Donc, c'est une fonction de bêta. Donc, bêta est la variable ici à laquelle on dérive. Donc, ça fait la dérivée de ceci. Donc, f prime. D'abord, le n, d'abord, c'est d'abord 2. Vous allez voir, donc, au niveau de la dérivée, vous allez voir qu'il y a un 2 ici. OK? Il y a ce 2 qui est le n.
Et puis, il y a la dérivée de ceci, OK? Il y a la dérivée de ceci par rapport à bêta. Alors, excusez-moi. Oui, donc je disais que la fonction ici, qui est f, quand vous dérivez ça par rapport à bêta, la dérivée de ceci par rapport à bêta, ça va donner 0. Et la dérivée de ça par rapport à bêta, il va rester ça. Donc, moins xt. OK? Alors, pourquoi ça va rester moins xt? C'est ce qu'il est en train de vous expliquer ici. Si vous dérivez w' fois bêta, par rapport à bêta, il va vous rester w. Ou bien si vous dérivez bêta' fois w, il va rester w. Donc, c'est une formule. On ne va pas faire la démonstration de ça. Il faut juste retenir que si vous faites donc un vecteur, allô? Si vous faites un vecteur, si le vecteur est à droite, multiplié par donc votre élément, la variable par rapport à laquelle vous dérivez, prime, donc il va rester juste celui-là. Mais par contre, si le vecteur ici est à gauche, ou même si c'est une matrice, ok, si elle est à gauche et que il est donc c'est un prime, si vous dérivez, donc vous allez prendre la transposée de ça. Donc supposez que on avait A, une matrice A fois bêta, que vous dérivez par rapport à bêta, donc il va rester, ça va devenir A'. Okay? Donc vous prenez la transposée donc, de ça. Bon, comme on le sait, hein, quand on fait la dérivée de quelque chose fois x, okay, il restait juste la constante. C'est un peu ça. Donc, ça, si vous le maîtrisez, vous allez comprendre que la dérivée de ça par rapport à bêta, il va rester juste xt, c'est-à-dire moins xt. Donc, ça va faire 2 fois moins xt, le tout multiplié par ça, exposant 2 moins 1. Donc, il n'y aura plus le carré. Donc, ici, vous allez voir que on aura un truc de ce genre. 2 fois moins xt, le tout multiplié par yt moins xt prime bêta. C'est ça, en fait, la dérivée. C'est clair, vous comprenez la manière dont se fait cette dérivée maintenant. Donc, une fois qu'on a cette dérivée, vous multipliez, okay, vous pouvez développer 2 fois moins xt fois yt, donc ça va faire, bon, ça dépendra de comment vous voulez voir les choses. Vous pouvez faire disparaître les deux, parce que 2 multiplie tout ça. Donc, si 2 fois tout ceci égale à 0, c'est que c'est tout ceci égale à 0. Vous pouvez laisser juste le 2 s'envoler. Okay? Je sais que vous êtes bon en maths. Alors, donc, il va rester donc le xt fois yt et plus, okay, plus xt prime fois bêta, parce que le xt va multiplier le xt prime. Donc, ceci est égal à 0. Et maintenant, on va faire passer à 1 de l'autre côté. Donc, on peut passer celui-là de l'autre côté. Donc, vous aurez somme de xt prime fois bêta égale à ça. Alors, le bêta, il ne dépend pas donc de t, donc il peut sortir. OK? Et donc, vous pouvez tirer bêta chapeau qui va prendre un exposant moins 1 en espérant que ceci est inversible. Okay? Parce que ceci, ceci est une matrice. Okay? On avait déjà montré ça. Parce que ça, c'est un vecteur de K colonne, une ligne. Ouais, xt, c'est une ligne K colonne, je pense. Non, mais xt, ça fait K ligne, une colonne. Ouais, le xt prime, voilà, c'est xt prime qui fait... bon, laissez-moi vous montrer ça. Alors, donc quand on a is1,
x2. OK. Puis jusqu'à... Bon. Juste une question rapide pour vous. Oui. Est-ce que, dans le fond, xt, c'est k par 1 et x', c'est 1 par k? C'est ça? Oui. C'est ce que je... Oui, c'est ça. Oups. K, T. Alors, quand on multiplie ça par... ça transposé, x1t, x2t, puis x4t. Alors, donc, vous allez voir que ça va faire ça fois ça va faire le premier élément, ça fois ça fait le premier élément, donc x1 carré. Et puis ça fois ça, donc première ligne, deuxième colonne, vous allez trouver ici, première ligne, troisième colonne, vous allez trouver ici, première ligne jusqu'à quatrième colonne, vous allez trouver cet élément. Ensuite, vous allez faire celui-là fois celui-là, donc ça fait deuxième ligne, première colonne, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que ça va faire une matrice en fait. OK? Donc, on a ça qui est une matrice. Et donc, les matrices ce ne sont pas comme des chiffres. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez 2 fois x, OK, je vais encore vous montrer. Si vous avez 2 fois x égale à 3, ben, ce que vous avez l'habitude de faire, ben, vous faites ça rapidement, hein, vous écrivez x égale à 3 demi, n'est-ce pas? En fait, qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas que vous avez décidé de dire, OK, je ramène le 2 en bas de 3. C'est quelle règle? Non, ce n'est pas de règle. Ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. On multiplie tout ceci par 1 sur 2 fois 2 x. Et ça va faire 1 sur 2 fois 3. Ça, c'est une opération qui est mathématique. Alors, 1 sur 2 fois 2, ça va donner l'identité de la multiplication. Donc, 1. Donc, 1 fois x, ça fait x. Donc, c'est pour ça que vous allez finalement avoir x égale demi fois 3. Donc, ça fait 3 sur 2. Donc, ça ressemble à comme si on a ramené le x en bas. Non, en fait, on a multiplié le 3 par l'inverse on a ramené le 2. On a multiplié le 2 par l'inverse de 2. OK? Donc, c'est l'inverse de 2 qui est demi ici. OK? Et dans notre cas ici, si on a une matrice, suppose qu'une matrice grand A fois un vecteur x égale un certain monsieur B. Alors, donc x, il ne faut jamais faire ça. Dire que il ne faut jamais faire ça, que ça fait B divisé par A. Ça n'existe pas. En fait, dans le fond, la division n'existe pas. Tout comme la soustraction non plus, ça n'existe pas. OK? Ce n'est que l'addition et puis la multiplication. Mais la multiplication et l'addition, la soustraction et la division, en fait, ce ne sont que la multiplication et l'addition. Donc, on multiplie juste par l'inverse plutôt que de... Donc, ça ne se fait pas. Ce qu'il se fait, c'est que vous multipliez par l'inverse. Donc, vous multipliez par A-1. Si, bien sûr, A-1 existe. Pardon. Vous multipliez par A-1 fois AX. Et vous allez obtenir alors A-1 fois B. OK? Alors, maintenant, on avait vu que A-1 fois A, ça fait l'identité. Donc, une matrice multipliée par son inverse est égale à elle-même. Donc, ce qui fait qu'il va rester X ici. OK? Mais avant de faire cette opération, il faut s'assurer qu'effectivement, le A-1 existe. Si elle n'existe pas, vous ne pouvez pas multiplier par son inverse. Par exemple,
L'inverse de quoi qui n'existe pas? L'inverse de 0? Oui, ça n'existe pas, l'inverse de 0. Alors, donc, si vous avez 2 moins 2 fois x égale à 4, il ne faut jamais dire que x égale à 4 divisé par 2 moins 2. OK? Parce que 2 moins 2, c'est 0. Et l'inverse de 0, ça n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. OK? Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans la partie, donc, supposons que l'inverse de cette somme-là existe. Alors, on multiplie par cette inverse et puis on a donc le résultat. Donc, ça faisait partie donc de une des questions. Donc, effectivement, il faut que ceci soit inversible. Là, on multiplie par l'inverse de part et d'autre pour pouvoir isoler maintenant ce qu'on recherche, donc le bêta chapeau, parce que c'est le bêta chapeau qu'on recherchait. OK? Alors, une autre question, c'est que signifie un problème d'optimisation? En fait, un problème d'optimisation, quand on dit optimisation, c'est soit maximiser, soit minimiser. Donc, optimiser, c'est rendre optimum. Donc, dans certains cas, l'optimisation peut être un minimum. Dans d'autres cas, ça peut être un maximum. Par exemple, si vous cherchez à réduire vos dépenses, OK, donc il s'agira donc d'un problème de minimisation. Mais par contre, si vous cherchez à maximiser votre profit, voilà, donc c'est un problème de maximisation. Mais dans les deux cas, on dit problème d'optimisation. Un problème d'optimisation, c'est un problème dans lequel on cherche à trouver la valeur maximum ou la valeur minimale donc, de votre fonction. OK? Est-ce que c'est bon? Et puis, il y a une autre question, c'était c'est quoi donc les CPO? Quand on dit CPO, c'est les conditions du premier ordre. Donc, dériver la fonction par rapport donc, à la variable. OK? C'est ça les CPO. Excusez-moi. Ah, désolé, hein, c'est les enfants. Le COVID ne permet pas. Donc, Pourquoi on a conclu à la fin que le côté droit, c'est l'estimateur MCO? le bêta chapeau, Oui, parce que c'est le côté droit du CPO, c'est ça? vous êtes à quel niveau? C'est en haut ou en bas? En bas, un peu plus bas. Non, non, descendez. Ça? Oui, ici. Oui, ouais, exactement. Non, c'est juste une égalité. C'est-à-dire que dans le fond, dès le départ, on savait que notre coefficient qu'on veut estimer, c'est ce monsieur, le bêta qui était donc le coefficient qu'on cherchait à estimer. Donc, quand on a une expression donc, de ce coefficient, donc on dira effectivement donc, que c'est l'estimateur par MCO. Ah, ok, d'accord. MCO, c'est la moindre carré ordinaire. Moindre carré ordinaire dans le sens que on est ici. Bon, je vais monter encore. Voilà, on est ici. Ça, ce sont des carrés. Et si vous remarquez bien, ça, c'est YT. Et ça, normalement, si vous mettez le bêta chapeau ici, OK? Si vous mettez bêta chapeau, ça va faire YT chapeau. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Oui. Donc, ça va faire YT moins YT chapeau. Donc, ça, ce n'est que l'erreur. OK? L'erreur d'estimation, c'est-à-dire que l'erreur entre la réalité et l'estimation. Donc, l'écart qui existe donc, entre le modèle et la réalité. Donc, cette erreur, on note ça epsilon t chapeau. OK?
cet epsilon t chapeau, on veut qu'il soit le plus petit possible. Hein, OK? On veut qu'il soit le plus petit possible. Maintenant, parfois, vous pouvez sous-estimer, parfois, vous pouvez surestimer. Donc, le epsilon t chapeau peut être négatif comme positif. D'accord? Maintenant, si vous voulez qu'il soit le plus petit possible, donc il va falloir minimiser ça. Il va falloir minimiser vraiment donc, les erreurs. Mais en fait, il faut avoir donc la notion de minimisation. Si on veut minimiser quelque chose, si vous voulez minimiser une erreur que vous avez commise et que vous ne prenez pas la peine de tenir compte des signes, ok, vous pouvez vous tromper grossièrement. Qu'est-ce que je raconte? En fait, c'est ça. Si vous prenez donc quelqu'un qui fait une erreur de moins 1000, okay, donc il sous-estime donc la réalité de moins 1000 et quelqu'un d'autre le surestime de 1. Si vous comparez, si vous voulez juste regarder celui qui est plus petit que l'autre, vous dire, OK, celui qui a fait donc une erreur plus petite et celui qui a bien fait le travail, donc suppose que ça c'est epsilon 1 et ça c'est epsilon 2. D'après vous, quel modèle est le meilleur? Qui a mieux approximé la réalité? Celui-là ou celui-ci? Epsilon 2. Parce que c'est le plus petit. Voilà. Donc, si tu dis que ça, c'est le plus petit, l'erreur que tu commets, c'est que tu es en train de dire, OK, ce monsieur qui s'écarte donc de la réalité de 1000 est mieux que celui qui s'écarte donc de la réalité de 1. OK? Et lui, il s'écarte de la réalité d'une unité simplement. Parce que là, c'est YT moins YT chapeau. Et il voit que il a surestimé la réalité de 1 et l'autre, il a sous-estimé la réalité de 1000. Mais c'est grave. Ça, c'est très grave. Donc, vous voyez, ça, c'est grave. Donc, il ne faut pas juste comparer les epsilon pour dire, OK, lequel est le plus petit. Non, lequel est le plus petit en valeur absolue. Ou bien le carré. OK? C'est pour ça que on parle de l'erreur quadratique. Quand on parle de l'erreur quadratique, je sais que vous tous, vous connaissez un peu ça, vous tous qui avez fait le système français, où on calcule la distance entre, je ne sais pas, la distance de O à A, c'est la racine carrée de XA carré, OK, plus YA carré. C'est une vieille formule, vraiment. Donc, c'est la distance, c'est la notion de distance qui se calcule comme ça. Donc, OA carré serait alors la somme des carrés des coordonnées, en fait. Donc, l'epsilon t, donc c'est comme un vecteur qui a grand T éléments. Epsilon, c'est un vecteur qui a grand T éléments. Donc, pour calculer donc la valeur absolue de epsilon, ou alors la distance, ou bien l'évaluation de epsilon, on fait juste la somme des carrés de epsilon t carré. Et c'est pour ça qu'ici, vous allez voir, ça c'est la somme en fait des epsilon t chapeau carré. Et cette somme-là, c'est une minimisation qu'on fait. Donc, on cherche le paramètre bêta qui va minimiser donc les erreurs. C'est-à-dire, donc vous voyez, on veut quelle courbe on va pouvoir tracer pour être le plus proche possible donc, de tous les points. C'est-à-dire que ça, c'est l'estimation. La courbe, là, en fait, c'est l'estimation. Alors que la réalité, c'est vraiment tous les points que vous voyez. Donc, si quelqu'un dit, OK, son estimation, c'est cette droite comme ça, est-ce que vous voyez mon curseur? Donc, s'il dit que c'est cette droite, non, cette droite est trop éloignée donc, de tous ces points. Mais la droite qui passe la plus proche possible donc, de tous ces points, c'est celle-là. Okay? De telle sorte que l'écart donc, de ce point à la droite, l'écart de ce point à la droite, ces écarts sont les plus petits possibles. Okay? C'est en cela qu'on dit qu'on est en train de faire donc, de la minimisation okay, de l'erreur quadratique, donc moindre carré ordinaire. Okay, moindre carré ordinaire. Donc les carrés des résidus qu'on essaie de minimiser. Okay.
C'est de là que ça vient. Donc, on a utilisé cette méthode pour trouver le coefficient bêta. Comme c'est cette méthode qu'on a utilisée en minimisant donc la somme des erreurs au carré, donc cette méthode donc de la minimisation de carré des erreurs, alors le coefficient qu'on va trouver, on va dire que c'est un coefficient par donc la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc ça, le bêta qu'on a trouvé, c'est un estimateur qui est trouvé par la méthode des moindres carrés ordinaires. OK? Alors de même, il y a d'autres méthodes aussi qui sont la méthode du maximum de vraisemblance. Donc, vous allez trouver un bêta chapeau ou bêta tilde par la méthode de maximum de vraisemblance où vous allez maximiser maintenant donc la vraisemblance. Et dans ce cas, le bêta que vous allez obtenir, vous allez le qualifier donc de bêta par l'estimateur par le maximum de vraisemblance. Est-ce que j'ai répondu à la question? Excuse-moi, donc IT ici, c'est plutôt les réalisations, tandis que I chapeau correspondant à bêta chapeau, c'est plutôt comme I théorique ou Y estimé, c'est ça? Je n'ai pas très bien compris votre question. C'est-à-dire qu'avec le bêta chapeau, on va trouver Y chapeau, donc Oui. on peut appeler c'est Y estimé ou Y théorique. Et le YT, ce sont les réalisations, c'est ça? Oui, YT, c'est les vraies valeurs. Okay. Et puis le YT chapeau, oui, c'est ce qu'on obtient, donc une estimation. OK. Mais comme jamais, on saurait la valeur vraie de bêta. Donc, on fait seulement une estimation. C'est ça. On obtient plutôt bêta chapeau. C'est ça. OK. C'est bon, merci. La vraie valeur de bêta est comme théorique, on ne la connaît jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez agrandir votre écran en longueur plutôt qu'en largeur? On va mieux voir. Celui avec le scanner? Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'on le voit rectangulaire, mais c'est un peu petit. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Vous le voyez toujours petit? Parce que là, ça remplit tout mon écran. Ok, c'est correct, merci. Ok. Ce n'est rien d'autre que votre cours. Ok. D'autres questions? Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'absence de multicollinéarité, l'hypothèse de base 0? L'absence de multicollinéarité, donc au niveau des X? Oui, c'est ça. C'est avec les colonnes indépendantes. Ouais, qu'est-ce que ça pose comme problème, là? J'aurais juste voulu une explication plus claire. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ce que signifie cette hypothèse. OK. D'abord, donc, quand il y a multicollinéarité, d'abord, donc, entre... Laissez-moi, je vais vous expliquer ça. Alors, c'est quoi une collinéarité d'abord? Donc, quand on dit U et V, donc, sont deux vecteurs qui sont collinéaires, c'est que U peut s'écrire comme étant quelque chose, je vais dire, je vais prendre juste un exemple. U égale à 2 fois V, par exemple. Donc, si U et V sont deux vecteurs, s'ils sont collinéaires, donc U s'écrit comme quelque chose multiplié par V. Alors là, ils sont collinéaires. Voilà, quelque chose comme ça. Puis l'autre est comme ça. Donc, c'est deux vecteurs qui sont collinéaires. Alors, donc, la multicollinéarité, donc, dans une matrice, se traduit par le fait que un vecteur peut s'écrire comme une combinaison linéaire donc des autres vecteurs. Par exemple,
Si je prends trois vecteurs U, V et W, et puis j'ai dit que U, V et W ne sont pas multicollinéaires, ça veut dire qu'il est impossible pour moi d'écrire U en fonction de V, c'est-à-dire ce que je venais d'écrire tantôt, U égale à alpha fois V, ce serait impossible de l'écrire. Il est impossible d'écrire aussi U comme quelque chose fois W, il est impossible d'écrire W comme quelque chose fois U, il est impossible d'écrire W comme quelque chose fois V, et il est encore impossible d'écrire U comme quelque chose fois V et plus quelque chose fois W. C'est impossible de faire ça. À partir du moment où ceci est possible, on dit qu'il y a multicollinéarité, c'est-à-dire que U est une combinaison linéaire. Ok, vous voyez bien, c'est une combinaison linéaire de V et de W. Dans ce cas, si U et V, U est comme combinaison linéaire de V et de W, on dira que U, V et W sont multicollinéaires. Alors, c'est quoi la conséquence? Pourquoi on fait cette hypothèse? C'est la question sûrement que tu t'es posée. On fait cette hypothèse simplement parce que quand vous voyez la matrice grand X', X, supposez qu'elle est multicollinéaire. Voilà, donc il y a un vecteur donc, dans cette matrice-là. Donc c'est une matrice qui est comme ça. Donc il y a une ligne. Somme des, je pense que ici c'est la somme des Is1, T fois, c'est au carré d'ailleurs. Et après, c'est la somme de Is1T Is2T, quelque chose comme ça. Ainsi de suite. Donc, on a une matrice voilà, bien remplie. Alors, si elle est multicollinéaire, c'est qu'il y aura un vecteur, ok, une colonne, qui sera comme une combinaison linéaire des autres colonnes. Ok? Si tel est le cas, alors, faites-moi confiance, vous allez avoir le déterminant de X', X, va donner 0. Faites-moi confiance là-dessus. C'est une propriété vraiment mathématique. Faites-moi confiance que si dans une matrice, un vecteur, c'est comme une combinaison linéaire des autres vecteurs, alors le déterminant de cette matrice est nul. Si le déterminant de la matrice X', X est nul, si vous voulez inverser cette matrice, rappelez-vous, normalement, la formule de l'inverse, c'est 1 sur le déterminant de cette matrice fois une certaine matrice qu'on appelle la comatrice. Ok, voilà, la comatrice. Alors, une fois que le déterminant est nul, vous voyez bien qu'il est impossible de calculer l'inverse parce que le 0 ne peut pas rester au dénominateur et donc l'inverse donc, de X' n'existerait pas. Donc, X' ne serait pas inversible. Alors, s'il n'est pas inversible, on ne peut plus faire ce que j'ai fait tantôt, c'est-à-dire tirer le bêta chapeau en disant qu'on va multiplier on va multiplier ce qui est à côté de bêta chapeau par X' moins 1 pour avoir quelque chose qui est comme ça, X' moins 1 fois Y. On n'aura pas ça. Donc, c'est la raison essentiellement pour laquelle il faut vraiment qu'il n'y ait pas de multicollinéarité entre cette matrice-là. Parfait, ça répond à ma question. C'est ça. Parfait, merci. Bienvenue. Ouais, c'est bon, ce genre de questions parce que je sais que j'ai jamais vu quand même les examens, mais je sais qu'il y a des questions de vrai ou faux, bien choix multiple, hein, où ça peut venir ce genre de questions. Mais il y a des questions qui ressemblent un peu au TP que vous avez reçu, les examens un peu de ce type-là, en plus donc des questions à choix multiples que vous aurez aussi. Donc, cherchez à comprendre c'est pourquoi donc ces hypothèses sont faites, à quoi ça, quels sont leurs impacts
sur le reste du travail, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, la loi des espérances itérées avec un exemple numérique? Parce que c'est un truc que je n'ai Non, pas compris. je ne peux pas vous expliquer ça avec un exemple numérique parce que il me serait totalement impossible de le faire. Ok, Parce que si je veux prendre des variables et puis calculer l'espérance devant vous ici, je ne peux pas. Il est impossible. Ok, juste m'expliquer peut-être ce que Oui, ça c'est veut ça. dire. Tout à fait. Merci. La formule est ça. Quand tu veux calculer l'espérance de quelque chose, donc je vais prendre Z. C'est vraiment facile à utiliser. C'est un ingrédient secret, même si vous ne la comprenez pas. Bon, je vais essayer d'expliquer l'intuition, mais même si vous ne la comprenez pas, utilisez-la quand même. Z, ça sera X. C'est ça. Alors, quelle intuition on pourrait avoir? Supposer que je vais donner un... C'est quoi l'événement on obtient souvent qui est conditionnel? Ben, d'habitude, on le fait quand même dans la vie courante. On le fait vraiment très, très tout le temps. C'est-à-dire que voyez ça. Supposez que Z ne dépend pas de X. OK? C'est-à-dire que Z et X n'ont rien en commun. C'est-à-dire le fait de connaître X n'a aucun impact sur Z. Donc, l'espérance de Z, sachant X, donc le fait même que tu aies l'information sur X, ça ne changera rien en fait sur le résultat. OK? Donc, l'espérance de Z, sachant X, serait encore expérience de Z parce que c'est comme si il n'y a rien en fait qui t'apporte la connaissance de X. OK? Donc, dans le cas où Z et X sont indépendants, espérance de Z, sachant X, ça fait espérance de Z. Donc, l'espérance de Z, bon, ça donnera encore l'espérance de Z, quoi. Donc, cette formule, il n'y a pas de souci. C'est compréhensible. Mais dans le cas où Z dépend de X, donc, il est essentiellement question donc, de transiter par X. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations que tu as qui te permettent de... OK, voilà, je vais utiliser la météo. OK. Alors, donc, supposons que la météo, X, c'est la météo. Soit pleuvoir, donc c'est un événement qui se réalise, soit pleuvoir ou ne pleut pas. Donc, pleut ou ensoleillé. OK, je prends ces deux exemples. X, c'est pleuvoir ou ensoleillé. Et puis Z, c'est vraiment jouer le foot. Ouais, je vais prendre ça. Ou bien, bon, aller au parc. Aller faire ouais, aller au parc. Bon, jouer au foot. Foot ou aller donc à Costco. Ben, aller faire du shopping. Magasin, voilà. Donc, football ou magasin. Donc, suivez-moi très bien. J'espère que vous n'allez pas me perdre. Je vais juste vous expliquer le concept pour que vous soyez au moins à l'aise pour utiliser vraiment cette formule-là. Parce que vous allez l'utiliser pour démontrer à chaque fois que bêta chapeau est sans biais ou utiliser dans le cas de la convergence de bêta chapeau. Alors, vous allez l'utiliser. Donc, c'est mieux de retenir une bonne fois pour toutes. Donc, je considère X comme étant un événement voilà, de la météo, s'il pleut ou s'il c'est ensoleillé. Et que Z, c'est qu'on aille jouer au foot ou bien au magasin. Alors,
je sais que le fait que je joue au foot ou aille au magasin dépendra vraiment de X. OK? Maintenant, supposez que vous cherchez l'espérance de Z. OK. Dans une semaine. Dans une semaine, donc de lundi à dimanche, il y avait 7 jours où il pouvait pleuvoir, tout comme il pouvait faire ensoleillé, et donc vous pouvez jouer au foot, tout comme aller au magasin. Et puis vous essayez de trouver l'espérance que dans la semaine, vous ayez, enfin, dans la semaine, quelle est l'espérance que vous avez, c'est-à-dire combien de fois vous allez au foot ou bien au magasin et tout. Donc vous essayez de trouver une moyenne. Alors, ce que cette formule dit, que vous pouvez transiter en essayant de trouver donc Z sachant X, c'est-à-dire que si vous connaissez, s'il pleut, quelle est votre espérance? OK? Voilà, donc vous voyez, supposez que le X, premièrement, vous faites comme si vous n'avez pas la notion sur lui. Donc, il peut pleuvoir comme ne pas pleuvoir. Mais vous essayez de trouver d'abord l'espérance de Z, sachant X. Donc, vous supposez que si X est connu, quelle serait l'espérance? Je ne sais pas si vous allez bien me saisir, mais supposez que voilà, vous connaissez déjà votre météo, là, quelle serait votre espérance? Donc, l'espérance sur deux événements, normalement, c'est les probabilités multipliées par ça, plus la probabilité de ceci multipliée par ça. Sachant, bien sûr, X. Maintenant, il faut falloir que je vous donne la probabilité vraiment. Je vais mettre P. La probabilité donc de jouer foot quand il pleut, c'est différent de la probabilité de jouer foot quand il fait beau. Ce n'est pas les mêmes probabilités, donc je mets juste PX. Donc ça dépend, donc cette probabilité-là, le fait de jouer foot dépend de X, hein, dépend de ce qui s'est réalisé sur X. Et la probabilité donc d'aller au magasin aussi dépend donc de ce qui s'est réalisé sur X. Donc cette espérance de Z, sachant X là, supposez on connaît X, je ne connais pas encore, je ne m'inquiète pas encore donc de quelle est la valeur de X. Donc ça va me faire PX fois F, ok, plus, bon, je vais mettre PXF. PXF fois F plus PXM fois M. Ok, ça c'est l'espérance de Z sachant X. Maintenant, c'est que vous allez revenir maintenant. Ça ne vous donne pas l'espérance de Z seulement, parce que même les PX dépendent donc des vraies valeurs de X. Donc, vous allez prendre encore l'espérance sur ça, parce que ça dépend maintenant de X. Si vous prenez encore l'espérance de tout ceci, c'est comme si vous êtes en train de balayer maintenant sur X. Parce qu'avant, vous avez trouvé l'espérance de Z conditionnelle à X. Mais maintenant, pour que ça ne soit pas juste pour une seule condition, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste pour une seule valeur de X, il faut que vous balayez sur X. Donc, X va prendre pleuvoir et ensoleillé. Donc, vous allez prendre X pleuvoir, vous allez prendre X ensoleillé pour être sûr que vous avez parcouru toutes les possibilités possibles pour avoir finalement l'espérance de Z. En fait, c'est une formule que vraiment, c'est dans la pratique, je dis, dans la vraie vie, on le fait couramment. OK? C'est juste que ça, c'est qu'on essaie de trouver l'espérance de Z conditionnelle à X. OK? Je finis ça et puis bon, vous allez poser la question. Z conditionnelle à X. Et puis après, on essaie de vraiment prendre encore une autre espérance pour être sûr qu'on va balayer sur X pour ne pas rester dans un seul cas, par exemple, pleuvoir. C'est-à-dire, on essaie de trouver l'espérance de Z s'il pleut. Et puis bon, c'est fini. Alors qu'il peut y avoir aussi ensoleillé. Comme ici, comme j'ai pris là, c'est P seulement que j'ai pris.
Mais il peut y avoir aussi ensoleillé. Donc, vous devez prendre aussi la probabilité de qu'il se fasse ensoleillé aussi, et ainsi de suite. Oui. Il y avait quelqu'un qui voulait... Oui, en fait, je comprends pas quand vous dites on va balayer sur X. Ouais. OK. Prendre les différentes possibilités, balayer sur X. Ouais. Ça fait des... Je me rends compte que l'abstraction des maths. OK. Alors, balayer. Bon, là, vous comprenez ce que j'ai fait ici. Parce que ce qui va se passer là, à un moment donné, on va commencer aussi à l'expérience qu'on a fait ici ne considère pas X. Hein. Donc là, quand on prend encore cette expérience-là, ça va tenir compte maintenant donc de X, les valeurs que X peut prendre. Du coup, on va ce Px. Donc, ça va dépendre maintenant si X est égal à P. OK. Après, quand X sera égal à E. Et ici, quand X sera égal à P, X sera égal à E. Donc, c'est de ça que je dis balayer. Donc, aller sur toutes les valeurs de X pour recalculer tout. Donc, ça va éclater en plusieurs sommes. OK. Parce que... bon, je vais... Pour ne pas trop rentrer dans les notions de probabilité, est-ce que vous savez que si vous prenez A, ça fait A inter B. OK. A inter B union A inter B bar. Bon, B bar, c'est le complémentaire. Hein. OK. Cette formule, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ou celle de Bayes. Bayes, en anglais. Les anglophones disent Bayes, les français disent Bayes. Alors, donc, c'est un peu cette intuition-là. C'est-à-dire, quand vous voyez le A, c'est-à-dire que le A, c'est un ensemble. Et puis, il y a son complémentaire. Donc, prenons que tout l'univers... voilà quoi, je vais supposer que ça, c'est tout l'univers. Donc, il y a A ici. Et puis, je vais supposer que ça, c'est B. Donc, ce qui est en ce côté-là, c'est B. Donc, quand vous voyez le A, quand vous faites le A, l'intersection avec B, ça vous donne cette partie-là. Maintenant, si vous devez faire aussi l'intersection avec le complémentaire de B. Si B est cette partie en bas, le complémentaire, c'est tout ce qui est en haut de B. Alors, son intersection avec A, ça va donner ce bonhomme. Donc, quand vous faites la réunion de ça et de ça, vous retrouvez A, bien entendu. Maintenant, là, moi, j'ai pris juste deux B et puis B complémentaire. Maintenant, vous pouvez aller de manière générale dire que A, c'est la réunion, c'est l'union vraiment donc de A inter BI. Désolé. Écoutez, je vais aller ici. A, ça fait la réunion donc sur I de A inter BI. Ou en réalité,
les BI forment l'univers. Donc, l'union des BI sont des parties disjointes. Ils forment une partition donc, de l'univers. Donc, l'union donc, des BI égale à oméga, et puis l'intersection de chaque... C'est-à-dire, les deux ne se croisent pas. Bon, j'espère que je ne vais pas vous... Donc, BI, BJ, BI fois B égale à l'ensemble vide. C'est toujours la notion de balayage dont je suis en train d'expliquer. Hein. Donc, comme l'univers est composé donc d'un ensemble donc de B, quand on essaie de couper A, donc A recoupe vraiment chaque B en partie. Donc, quand on réunit tous les morceaux de A, ça va donner A. Donc, A rencontre chaque BI. Chaque BI est une partie donc, de l'univers. Donc, comme A rencontre chaque partie de l'univers, on va prendre ces rencontres-là, quand on les unit, ça va donner A. C'est ce que je disais. On va rebalayer sur X. Vu que Z rencontre X, okay, plus ou moins, j'essaie de faire une analogie. Donc, on va balayer sur X à présent, donc en prenant donc, toutes les différentes spécificités pour retrouver donc je pense qu'en réalité, la formule initiale même, la garder est plus simple que la compréhension. Je vous avoue que c'est la première formule qui est déposée dans mon cours de probabilité en maîtrise de maths. Donc, pour dire que c'est pas aussi... ça saute pas à l'œil, quoi. C'est pas une évidence triviale. C'est la première formule qui a été déposée dans mon cours de probabilité. Voilà, quoi. On a démontré sur 3 ou 4 pages comme ça, avec des fonctions de densité. Donc, ce n'est pas évident pour vous qui fait donc juste une maîtrise en finance. Donc, comprenez là, en tout cas, soyez familiers avec cette formule, l'espérance donc de quelque chose, ça fait l'espérance de cette chose conditionnelle à n'importe quoi. L'espérance de quelque chose égale l'espérance de cette chose conditionnelle à n'importe quoi. N'importe quoi. Okay? Si c'est n'importe quoi dépend donc de votre variable, tant mieux. Si elle n'y dépend pas, bof, ça ne changera rien. C'est comme si vous avez soufflé dans l'air, donc ça va rien changer. Ok? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la résolution du CPE pour les moindres carrés ordinaires? Dans le fond, j'ai compris qu'il fallait dériver et tout. J'ai compris aussi qu'il fallait comme utiliser la règle des chaînes. Mais ce qui me bloque un peu, je suis sûre que j'ai manqué quelque chose là, c'est au niveau du F' alpha. Comme j'espère que je ne vous ai pas perdu. Ici, Mais oui, c'est ça. Comme la première composante, c'est G' F alpha, fine. Ça, on trouve 2 fois YT moins X' bêta. Mais dans le cours, je pense que pour la deuxième composante, on trouve comme xt au lieu de x, mais moins xt au lieu de moins x't. Ah non, c'est une erreur. C'est-à-dire, tu parlais de ici? Non. Juste en bas. Ici? Ah non. Ici? Ouais, c'est ça. Comme le moins de xt, le xt. Ouais. En tout cas, je ne sais pas, là, j'ai dû manquer quelque chose, mais dans ma résolution, moi, je trouve moins x''t. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi qui fait que ça change, en fait. Bon, je pense que ça dépend. Ouais, ça dépend. Je vois. Ça dépend de xt. Parce que là, mon xt, assurément, c'est le prime de ton xt.
1t. OK. OK. Ouais, ça dépend. Donc, dans ton cours, Mhm. voilà, on a pris juste une variable. Ça dépend de le xt. C'est un xt, c'est un vecteur ligne ou colonne? Je vois un peu ce que tu veux dire. Hein. Est-ce que dans le cours, c'est prime ici? Je vais dire. Dans le cours, oui, c'est XT. Oui, c'est ça, XT prime. Ici? Oui, exactement. Ah non, si c'est Il prime. m'a manqué quelque chose. Je suis sûre là. Mais je voulais comme comprendre. Si c'est prime ici, oui. La dérivée doit être xt ici. C'est ça. Donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que ça devrait comme être XT. J'ai dû manquer quelque chose. Ici. Oui. Ça doit être xt. C'est ça, en fait, l'explication qu'il avait donnée un peu plus haut. C'est-à-dire, quand vous dérivez un vecteur, bon, je vais vous l'expliquer. Donc, quand vous dérivez, donc, prenons une matrice A fois X. Si vous dérivez par rapport à X, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça va vous donner, normalement, ça devait donner quoi? A. Ouais, normalement, ça devait donner A. Je pense que ça donne A'. OK. OK, très bien. Ça donne A'. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, si c'était un réel, par exemple, petit a fois x, sa dérivée, ça donne petit a. Okay. Parce que la transposée d'un réel, c'est lui-même, quoi. Mais ici, la dérivée donc d'une matrice fois x, ça fait sa transposée. Maintenant, si vous voulez la dérivée par rapport à x de x b, ok, là, ça vous donnera si c'est x' b, ça va faire b. Si c'est x' b, ça va faire b. Mais si c'est x fois b, je pense que ça va faire... Parce que d'où ça vient, ça c'est une matrice, ça c'est un vecteur, donc ça fait la dérivée d'un vecteur. Ça fait la dérivée d'un vecteur, donc vous devez dériver chaque élément donc chaque élément donc non, ça fait la dérivée d'une matrice, donc vous devez dériver chaque élément donc de la matrice. Je pense qu'il a mis donc dans le cours. C'est de la formule là que ça vient, mais gardez juste ça comme ça et puis l'utiliser. Okay, quand vous dérivez, voilà, l'autre c'est si vous faites A', non, si c'est X', X' à X, si vous dérivez ça, la dérivée, normalement c'est ça qui va faire, c'est ça qui va vous donner 2 AX. C'est ça, ça va vous donner 2 AX. Okay. Parce que ça, c'est comme le AX carré, le petit AX carré. Si vous dérivez le petit AX carré, ça fait 2 petits AX. Là, les matrices, les X se multiplient en transposé, quoi. Ça veut dire que le X' fois X, mais le A est au milieu. Cette dérivée, ça donne donc 2 fois AX. C'est-à-dire on peut faire la démonstration de tout ça, mais ce n'est rien d'autre que des calculs supplémentaires. Donc, connaître par cœur, juste pour pour un mois, je pense, ouais. Parce que ça, on ne vous demandera pas ça
au final. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, gardez ça juste pour 3 mois. 3 mois de plus. Ben, et puis, bon, vous allez vous reposer. Donc, il faut juste savoir que quand vous dérivez x' fois ax, ça vous donne 2ax. Et si vous dérivez x' fois b, ça vous donnera b. Si vous dérivez a fois x, ça vous donnera a'. Donc, c'est cette formule-là ce sont ces formules qui sont utilisées donc, de ce côté-là. Donc, vous voyez, quand vous dérivez bêta prime fois w, la dérivée ici, c'est par rapport à bêta. Donc, c'est le x' fois a. Ça va vous donner a, donc w. Ou alors, si vous dérivez a' fois x, ça vous donne a. Donc, la transposée de a', c'est a, quoi. Okay. Est-ce qu'on peut voir ça, par exemple, avec les chiffres comme trait d'une petite matrice de petite dimension, mais pas nécessairement de grande dimension, pour montrer la dérivée de chaque élément de la matrice? Oui, vous pouvez essayer de faire ça. Vous pouvez essayer de faire ça, mais ce sera difficile que moi je fasse le calcul. Hein. Allez, j'aime pas. Allez, vous voulez que je fasse ça comme ça pour vous? Je n'aimerais pas le faire. Comme ça. Donc, ça suppose que ça, c'est AX. N'est-ce pas? OK. Vas-y, vous faites les calculs et puis après, la dérivée donc de AX par rapport à X. X étant 2, donc tu vas dériver d'abord cet élément par rapport à... Attends, tu vas dériver par rapport à X1, par rapport à X1. Je pense que tu vas dériver le premier élément que tu vas trouver. Bon, attends, je vais donner la formule comme ça. Dérivé de F par rapport à X, ça donne normalement dérivé de F1 par rapport à X1. Après, dérivé de F1 par rapport à X2. Je vais voir exactement l'ordre. Celle-ci. Bon, c'est que je ne sais plus trop si c'est F1 par rapport à X2 ici ou bien F2 par rapport à X1. Attends, je pense que ça doit être F1 par rapport à X2. OK. Ensuite, dérivé de F2 par rapport à X1. Ensuite, dérivé de F2 par rapport à X2. OK. Donc, si vous finissez de calculer ça, ça donne quoi? Bon, vous ne voulez pas. Ça fait 2x1 plus x2. Ensuite, ça fait moins x2. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est Oui. ça. Ok, c'est parfait. Oui, oui, Oui. c'est ça. Alors, donc, la matrice maintenant, je vais dériver maintenant par rapport à x1. Donc, ça fait le premier élément par rapport à x1, ça fait 2. Le premier élément par rapport à x2, ça fait 1. Non, je pense que la formule, je pense que c'est 2 ici. OK. F2, X1, F1 par rapport à F2 par rapport à X1. OK. Monsieur, est-ce qu'on aura à dériver
Dérivons. ça à l'examen? Non? Bien Est-ce entendu. qu'on aura comme Non, c'est pardon? un de vos collègues qui voulait que je lui explique clairement. Donc, sinon, vous n'allez pas dériver. Il n'y aura rien de tout ça à l'examen, bien entendu. Il n'y aura pas de calcul. Tout sera vraiment théorique, exactement comme dans le cours. Il n'y aura pas à montrer que A fois X a dérivé donne A. Non, ce n'est pas ça l'objet de micrométrie. Donc, il ne vous demandera pas. Alors, revenons un peu. Donc, si on dérive ça par rapport à X1, ça donne 2. Ensuite, on va dériver par rapport à X2. Non, je pense que c'est F2 ici. C'est F2 par rapport à X1 toujours. C'est-à-dire que sur la première ligne, on dérive juste par rapport à X1. Et la deuxième ligne, on dérive par rapport à X2. OK. Donc, ça c'est F1. Et ça, c'est F2. C'est parfait. Alors, on dérive juste par rapport à X1 ici. Alors, on prend F1, on dérive par rapport à X1. Ça donne 2. On prend F2, on dérive par rapport à X1. Ça fait 0, hein? C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Ah, mais là, non. Est-ce que vous me suivez? Oui. OK. Donc là, on prend ce X2, on dérive par rapport à X1, ça fait 0. Maintenant, le F1 par rapport à X2. Ça, par rapport à X2, ça fait 1. Et puis, F2 par rapport à X2. Ça fait moins 1. OK. Donc, on obtient une matrice qui est quoi? Est-ce que ça fait A, non? Voilà, ça fait A'. OK. C'est bon? Donc, ça, c'est la transposée de A, de cette matrice-là. Donc, quand vous essayez de dériver A fois X par rapport à X, vous tombez sur une matrice qui n'est rien d'autre que la transposée de A. OK? C'est pour ça qu'il dit que c'est des choses mémorisées seulement. On peut beau faire la démonstration de tout ça, mais vous allez oublier, bien entendu, si vous ne le mémorisez pas, parce qu'au devoir, on ne va pas vous demander donc de démontrer ça. Ça, vous allez faire appel à ça. Vous allez dire, OK, ça égale à ça. Donc, votre dérivée en question que vous êtes en train de faire, parce que n'oubliez pas, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande de démontrer, c'est une démonstration que vous étiez en train de faire et c'est apparu là-dedans. Donc, vous étiez en train de dériver la fonction g de bêta et vous aviez besoin de dériver quelque chose qui multipliait bêta. C'est en cela que vous aviez... c'est loin. Voilà, donc c'est ici. Voilà, donc c'était dans cette dérivée-là. On voulait dériver ça. Et c'est de ça qu'on avait besoin vraiment pour aller prendre toute ces lemmes qu'on appelle la mathématique des lemmes. Donc, on fait appel à ça pour dire que c'est ça qu'on va utiliser pour faire cette dérivée. Donc, on a quelque chose qui multiplie le bêta. OK? La dérivée de ça, ça va donner la transposée de ça. Comme on vient de le faire. A fois X, la dérivée va donner la transposée de ce qui est à côté. C'est tout. C'est pour ça que vous voyez le X ici. OK? Là, il est en train de vous dire aussi que si vous avez x' fois x, x' fois mx, la dérivée va vous donner 2mx. Okay. Essayez de le prendre aussi avec une matrice 2, 2, et puis essayez de le faire, vous allez voir. Vous allez tomber là-dessus. OK? Mais on ne va pas vous demander ça, quoi. Retenez juste que, voilà, c'est comme ça. Et vous l'utilisez aussi. OK? Vous l'utilisez aussi. C'est bon? C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres questions. Est-ce qu'on peut continuer l'exercice du TP, l'exercice 3, s'il vous plaît, avec les tests statistiques? Ben non, vous n'avez pas encore fait le cours. Est-ce que vous avez fait le test? J'ai pu faire l'exercice jusqu'à comme... Non. Est-ce qu'il a abordé le cours à ce niveau déjà? Non, on n'est pas arrivé là encore. Oui. S'il n'est pas encore arrivé, on va attendre qu'il arrive à ce niveau d'abord avant de faire l'exercice. OK? Ah, ok, cela veut dire que les tests statistiques comme test student ou... Oui, il va vous faire ça en fait. Ou normal. Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'il avait fait, c'est pour ça que j'avais mis là-dessus. Donc, ce qu'on va faire aussi, donc le lundi prochain, j'espère que tout ce que vous avez vu dans le cours, ça va. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, ça veut dire que vous comprenez. Parce que essentiellement, vous-même, vous l'avez remarqué, le TP, ce n'est rien d'autre que le cours. Hein. Donc, s'il y a une question sur le TP que vous ne pouvez pas faire pour l'instant, c'est sûrement que vous n'avez pas encore fait le cours là-dessus. Et quand on va finir là-dessus, on va avoir une session MATLAB. Bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ce sera de l'initiation, mais pour les autres, bon, il n'y a pas lieu vraiment de le suivre si vous avez déjà fait du MATLAB. OK. Monsieur, vous l'avez vu, le TP? Le TP? Oui. Bon, je l'ai pas regardé, mais je me suis dit, c'est le même TP. Parce que pour l'exercice 2, il faut qu'on utilise MATLAB. Non, pas forcément. Il y en a qui utilisent Excel, mais je ne vous conseille pas Excel. Essayez d'utiliser un logiciel, ce sera mieux pour vous-même, vu que vous êtes dans un programme qui va beaucoup utiliser MATLAB ou R. C'est mieux pour vous de vous familiariser, essayer de faire quelque chose avec MATLAB pour vous-même, quoi. Sinon, pour moi, que vous utilisez Excel ou MATLAB, ça ne va pas influencer négativement votre résultat, hein, ni positivement non plus, quoi. Donc, c'est pour vous-même, c'est plus avantageux pour vous-même d'utiliser MATLAB. D'accord. Mais le TP, c'est vous vous allez corriger, c'est ça? Oui. Oui, donc dans la question 2, il faut utiliser le MATLAB, il faut avoir un code de logiciel, donc c'est ça, on doit utiliser MATLAB. Bon, dans tous les cas, moi, il y a des étudiants qui m'envoient quelque chose dans Excel et tout, ben, c'est pas grave, mais c'est juste que moi, je vous conseille vraiment d'utiliser MATLAB. Ça va vous mettre une pression, ou ça va vous permettre même de vous familiariser un peu plus avec, parce que vous aurez à faire des cours quand même qui sont beaucoup plus demandants en MATLAB. Je parle de calcul stochastique, où vous êtes obligé vraiment de coder en MATLAB. Donc, si vous êtes familiarisé et tout ça, ça va vous avantager. Monsieur, Ouais. mais MATLAB, c'est pour la question 2 qu'on va rendre en novembre, c'est pas pour la question 1. Bien Si sûr, j'ai bien compris. oui, tout à fait. Ok. Sinon, j'aurais une petite question par rapport au cours 4 pour la représentation matricielle. OK. J'ai pas compris pourquoi on a mis epsilon transpose epsilon. Pourquoi le transpose? Ouais, Mais sinon, le reste pour la logique, c'est clair. parce que c'est comme toutefois le X. Est-ce que tu vois mon écran? Parce qu'on a dit que bêta chapeau, c'est la somme des... Là, mon écran, tu le Oui. vois maintenant? Vous voyez ça ici? Oui, je le vois, oui. Parce que ce epsilon t, c'est comme un réel. Bon, ouais. Je parle du epsilon transpose epsilon à la troisième ligne. Ouais, je vais quitter ici pour venir là. OK. Ouais, ça, bon, avant même de
d'expliquer ce que c'est qu'epsilon tout, mais vous êtes d'accord que cette somme, 100 fois ça, ça donne ça. Epsilon, c'est un vecteur, OK? Epsilon lui-même, c'est un vecteur, donc epsilon 1 jusqu'à epsilon grand T. Et si vous faites epsilon prime, ça va vous donner un vecteur ligne que vous multipliez par epsilon, ça va faire ligne multiplié par ça, donc ça fait epsilon 1 carré plus epsilon 2 carré plus epsilon 3 carré jusqu'à plus epsilon grand T carré. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc la somme des epsilon carrés. Donc ce n'est rien d'autre que epsilon prime fois epsilon, c'est-à-dire epsilon transposé fois epsilon. Ok, c'est pour pouvoir faire l'application. Oui, c'est bon. C'est vraiment pour mettre sous forme matricielle, pour enlever donc les sommes. Donc, dès qu'on met comme ça, on voit qu'il y a le t qui disparaît parce que c'est un vecteur multiplié par un vecteur. Et là, on remplace epsilon par donc y moins x bêta prime y moins x bêta. Ok, parce que epsilon, c'est y moins x bêta, ce vecteur-là. Ok. Ok, merci. Bienvenue. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez revenir à la section représentation matricielle de l'équation y égale à x fois bêta plus epsilon? Peut-être que c'est en haut, je pense. Là. Mais ça c'est le cours de la séance de 4, c'est ça? Bon, je ne sais pas vraiment. Ou depuis le début, je voudrais dire. Oui, ça c'est vraiment depuis... Parce qu'il a deux sortes de représentations. Une sorte, c'est représentation à observation individuelle ou vectorielle, et l'autre, c'est représentation matricielle. Je continue de monter. Oui. Les deux représentations, ouais, c'est ça. Donc, ici, est-ce que vous pouvez comme écrire y égale x fois bêta plus epsilon sous forme matricielle, comme l'exercice que vous nous avez envoyé? Il y a aussi l'exercice qui a aussi comme on écrit ça sous forme matricielle. Okay. Vous pouvez l'écrire sous forme matricielle, cette équation? Celle-là? Oui. Oui, c'est sous forme matricielle. C'est bien sous forme matricielle. Mais comme avec les éléments de I1 jusqu'à IT, epsilon 1 jusqu'à epsilon T. C'est ça qui est là. Epsilon, là, il y a epsilon 1 jusqu'à epsilon T. Puis, oui. Il manque bêta ici, là, je pense. Oui, le bêta, vous le connaissez. Donc, il y a K éléments. Donc, c'est bêta 1 jusqu'à bêta K. X. C'est une matrice. Et Y, c'est Y1 jusqu'à YT. Bon, peut-être que je vais écrire le X. Mais je sais que vous voulez que je réponde à la question. Ça, c'est la question du TP1. Je ne vais pas le faire. Alors, le X ici, comme on l'avait écrit la dernière fois, donc il est composé de K X1. Il y a jusqu'à K vecteur, ok, qui compose la matrice X. Donc, X11, X12, bon, bien, X21, bon, whatever. Ça dépend de jusque il y a X1T. Ensuite, il y a
is K. Vous avez K1, is K2, jusque is K. C'est vraiment comme dans le tableau Excel. Ça, c'est la base de données. Parce que vous avez K variables. Est-ce que j'ai un Excel ici? Non. Donc, vous avez K variables. Donc, leurs observations sont données comme ça. C'est ça la matrice X. Okay. Le bêta, c'est bêta 1 jusqu'à bêta K. Le Y, c'est Y1 jusqu'à YT. Epsilon, c'est epsilon 1 jusqu'à epsilon T. Donc, on peut écrire juste à côté fois bêta. Après, on écrit la matrice de bêta, c'est ça, de B1 jusqu'à BK. Oui, vous pouvez écrire ça comme ça, Y égale à ça, mais il va falloir que vous dites ce que c'est que celui-là, ce que c'est que celui-là, ce que c'est que celui-là, ce que c'est que celui-là. Bien entendu, le TP, le TP, ce n'est pas, donc le X n'est pas, il n'y a pas le K est connu, bien entendu. Donc, si vous mettez K et que je ne sais pas ce que c'est que K dans le TP, c'est pas la même chose. Hein. Par exemple, dans le TP, le T, ça existe, je pense, mais il n'y a pas de K. Est-ce qu'il y a de K? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas quelque chose qui se nomme K. Est-ce que vous... Non, dans le TP, je viens de regarder, c'est juste de le TP1, c'est ça, il a juste trois variables de X. Ok. C'est parce que comme dans l'exercice que vous avez nous donné là, l'exercice 2, il a comme, on doit écrire la matrice sous forme Y est égal à A plus alpha N plus bêta K plus U. Donc, c'est ça. Donc, si on doit écrire les équations sous forme matricielle, comment on peut écrire, je voudrais le dire. Ouais. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, par exemple, l'équation générale, Y est égal à la matrice de X plus la matrice de bêta plus la matrice d'epsilon, c'est ça? Si on voudrait écrire sous forme matricielle. Parce que dans la classe, dans le cours, le prof, il a écrit, mais séparément, c'est pas sous forme l'équation, il a écrit la matrice du vecteur Y, la matrice du vecteur X, la matrice de X, la matrice de epsilon, mais il n'a pas écrit sous forme équation. Par exemple, la variable, la matrice Y est égale. Bien entendu, il y a cette équation qui, ok, ici, l'équation, cette équation-là, c'est elle qui est l'équation sous forme matricielle, mais il faut que à la ligne suivante, vous expliquez ce que c'est que Y. Il faut que vous expliquiez ce que c'est que X. Il faut que vous donnez leur matrice, que vous écrivez la matrice de bêta. Il faut que vous écrivez la matrice de epsilon, comme ici, le epsilon est écrit. Le X doit être écrit, le bêta doit être écrit, le Y doit être écrit. Pour qu'on sache ce que c'est. OK? Parce que... donc, dans le TP, on doit écrire ça, c'est ça? On doit présenter tout comme l'équation sous forme matricielle, c'est ça? Oui. OK. Bon, merci. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se donner rendez-vous donc le lundi prochain. On va faire un peu pareillement. Je vais répondre aux questions. Mais si vous avez les questions et que vous pouvez me les renvoyer par courriel bien avant, ce sera encore bien. Comme ça, je pourrais répondre seulement au fur et à mesure que je les lirai, quoi. Alors, donc, bonne soirée à vous. Donc, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée, Michel. OK, bye bye.